Les frères Kouachi décèdent sous les balles du GIGN et Koulibaly est tué par des balles du RAID et de la BRI. La même chose, les murs ont tremblé dans les prisons. Sachez-le, messieurs, dames, les murs ont tremblé au nom de Kouachi, au nom d'Allahu Akbar, etc., etc. C'est pas un fantasme de journaliste, c'est pas un fantasme de plateau de télé. C'est bien que vous veniez ici défendre votre steak. C'est normal, il faut que l'administration pénitentiaire défende son steak. Vous communiquez, j'informe. Voilà la différence entre nous deux. Donc, que les choses soient dites, il y a un très grave problème en prison. On est là pour parler de ça. Et le problème principal, c'est l'islamisation dans les prisons. Vous ne maîtrisez rien, malheureusement. Donc, on est là aussi pour vous aider. Non, mais attendez, parce que vous enverrez mon communiquez... L'administration pénitentiaire défende son steak. Vous communiquez, j'informe. Voilà la différence entre nous deux. Donc, que les choses soient dites, il y a un très grave problème en prison. On est là pour parler de ça. Et le problème principal, c'est l'islamisation dans les prisons. Vous ne maîtrisez rien, malheureusement. Donc, on est là aussi pour vous aider. Non, mais attendez, parce que vous enverrez mon communiquez... Demain, tu mets dans un quartier, je les convertis tous. Mais tous sans exception. Je les envoie tous à la guerre. Heureusement que je suis plus dans ce délire. Quand je tombe, j'ai 18 ans. Je tombais en 1996 pour meurtre. Ma première année de détention, bon, c'était chaotique, beaucoup de violence avec les surveillants, beaucoup de haine. T'imagines, t'es un gamin, tu connais rien. Bon, si, un peu la prison, j'avais fait les quartiers mineurs. Mais bon, le côté majeur, c'est quand même autre chose. Et donc, on se retrouve confronté avec un monde d'adultes qui est beaucoup plus violent que le monde des enfants. Et donc, on se retrouve là-dedans et après, le truc, c'est que je cherche des repères. On se retrouve dans différentes promenades avec ce qu'on appelle des frères musulmans, des frères muses. Et les seuls à te proposer réellement des repères à l'époque, c'est les frères musulmans en fait. Ils sont là, ils te disent écoute, on est une communauté, on est une nation, même pas une communauté. On te dit on est une nation, on est tous des frères, on doit se serrer les coudes. Et t'as besoin de quelque chose où tu te sens soutenu. Tu sais, si t'es humilié au quotidien et qu'en plus, même les détenus, tu subis des violences ou des humiliations de la part des détenus, déjà c'est dur la prison, mais ça serait encore plus dur. Et là, les frères musulmans, ils te proposent quelque chose, justement, ils te disent voilà, tu vois, même la violence de la prison, elle n'existe pas pour nous. Parce qu'on est soudés entre nous et qu'on laisserait pas faire une mise à l'amende ou comment dire, ce qu'on appelle en arabe une hagra, quoi. C'est-à-dire, c'est se faire défoncer gratuitement, en gros. Donc, ils te proposent une espèce de bulle où tu peux être un peu plus libre, tu vois, un peu plus apaisé. Bon, en même temps, c'est très surfait, mais c'est vrai qu'ils ont au moins cette chose-là d'être soudés entre eux et de vraiment former des groupes. C'est un frère qui s'appelait Najib qui vient vers moi. Moi, il m'impressionnait énormément. Malgré sa barbe, son camis, le rôle aux yeux, parce qu'il avait la panoplie totale. Hein. À l'époque, c'était moins comme aujourd'hui. On nous interdit maintenant aujourd'hui d'avoir des djellabas ou des camis dans les coursives. Tu mets ça en cellule. Mais à l'époque, on nous tolérait d'aller en promenade habillé ainsi. Et donc, il allait en cours de philo comme ça. Et moi, je faisais mon bac. Et puis Najib, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de rhétorique. Et moi, il me plaisait parce qu'en fait, justement, il était intelligent. Il faut pas oublier que les frères Mus des années 90, il y en a certains, ils passaient des licences de droit. Et puis, je sais pas, une discussion sur discussion. On a sympathisé, tout simplement. Au bout d'un moment, j'ai trouvé que son discours était rationnel, tout simplement. Le mec, il n'était pas là à me dire, m'inventer des choses. Il s'arrêtait pas à te dire, non, mais tu sais, il y a les étoiles, il y a Dieu. Non, il prenait juste des faits historiques. On te parle des massacres de Sabra et Shatila. Tu sais, on te dit, regarde, c'était quoi? C'est des chrétiens et des juifs. C'est toutes les guerres israélo-palestiniennes. Et on te dit, regarde, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Regarde l'Iran, on a monté l'Iran, l'Irak. Tu vois, après on a combattu Saddam Hussein. Et puis ainsi de suite. Et donc les frères Mus, ils t'expliquent les choses. Et donc ils te disent, mais regarde, en fait, c'est de la politique, hein, c'est de la géopolitique au final. Il y a de la manipulation. On t'explique que c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Qu'on ne veut pas te dire, ben oui, l'armée française n'allait pas reconnaître officiellement que oui, il y avait des tortures en Algérie qu'on coupait, qu'on violait des femmes. Ils te mettent tout ça en avant. Et donc, systématiquement, la haine, elle monte. Et puis,
À ce moment-là, tu as envie de te rapprocher de ta communauté. On te dit, de toute manière, on te dit clairement, les musulmans sont frères. À partir de là, tu dis, voilà, c'est mon frère. Il est comme mon sang, tout musulman. Et donc, après, normal que tu veuilles, toi, aller défendre tes frères dans les pays étrangers. On te radicalise, on t'exhorte. Au bout d'un moment, tu ouvres les yeux, tu regardes un peu plus la géopolitique. Puis après, c'est toi avec ta haine. En fait, t'analyses. C'est comme la lecture du Coran, t'en feras toujours plusieurs lectures. Et selon ton degré de sérénité ou de colère, ben, t'auras une interprétation qui correspondra à ton état d'esprit au final. Et tu t'enfonces dans une haine, tu t'enfonces dans presque une haine du blanc. Et puis de l'occidentaux en général. Hein. À ce moment-là, ben, j'ai un discours qui est djihadiste, en fait. Voilà, on prend le djihad, clairement. La prière est l'accomplissement de la religion, et le summum de la religion en est le djihad. Voilà, c'est ce qu'on prend après. Après, on se sert de hadith pour dire aux gens, il faut mourir en martyr, pour faire la guerre. Harba karima, la guerre sainte, la vraie guerre sainte. On va égorger des gens. Et donc, il y a ce martèlement de dire que dans le contexte actuel, on n'a pas le choix. El harb, la guerre, est obligatoire. Elle devient une nécessité. Le musulman n'est pas un chrétien, il ne tend pas la joue. Voilà l'argument. On ne tend pas la joue. On n'est pas Jésus, nous. On répond. Œil pour œil, dent pour dent. On est vraiment dans un discours de haine où on dit faut aller faire du sale, en gros. À l'époque, bon, moi j'étais surtout un wahhabite. Hein. J'avais été initié par des frères musulmans. Et donc on était très, très ancrés dans le salafisme et dans un islam rigoriste. On rêve d'un sunnisme avec des gens qui sont tous soumis à Dieu. L'objectif, c'est d'appliquer Sharia, la loi de Dieu. Il n'y a qu'une seule loi, la loi de Dieu. La loi des êtres humains est une infamie, en fait. Après, l'effet de groupe fait peur. Tu vois, en plus, bon, t'as 20 barbus avec des taches sur le front, des mecs qui s'entraînent aux arts martiaux, tu vois, qui s'entraînent au combat, ils sont chauds, ils font du sport toute la journée, ils interdisent la cigarette. On met à escient notre temps pour les connaissances. On est vraiment enfermés entre nous, en promenade, à la fenêtre. Tu vis vraiment comme un moine. Hein. On est des moines soldats. Vraiment, on est dans cet esprit-là, du moine soldat. On échange en arabe littéraire. On essaye de pratiquer une langue pure aussi. On est des rigoristes, en fait, dans la foi. On essaye d'être vraiment dans la minutie et dans la rigueur totale. Et en prison plus qu'ailleurs, parce qu'en prison, t'as plus de temps, t'es enfermé 20 heures, donc t'as plus de choses qui peuvent t'éloigner de Dieu, comme la télé, qui devient par essence interdit dans les cellules des frères Muses. Hein. Ils ont un poste ou, tu vois, ou une radio, mais pas de choses avec une image. Parce qu'en fait, il y a un hadith aussi qui parle de la boîte à images, en fait. Une boîte à images qui sera dans tous les foyers, une lucarne. Et c'est la boîte du diable. Pour les wahhabites et les salafistes, c'est vraiment la télé représente ça, en fait. On vit vraiment notre religion. C'est l'axe fort, la religion, vraiment. C'est ce qui nous unit aussi. Ça monte très vite à une vingtaine de prières par jour, en fait. Bon, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de contact avec les femmes. C'est les quelques intervenantes en prison, il n'y a plus. Les cours que j'avais avec les profs d'anglais, que c'était une femme. Il y avait une prof aussi d'art plastique, j'y allais plus. J'acceptais pas d'être soigné. Je refusais tout médicament parce que justement, ça nécessitait un entretien avec les infirmières. Et puis tous nos autres rapports en fait avec la détention sont des rapports de force, de toute manière. C'est soit des mises à l'amende avec les détenus, soit des coups de pression au maton. C'est comme ça. On reste soudés pour non seulement convertir un maximum, mais aussi pour prendre pouvoir aussi. C'est une question de pouvoir. Prier en promenade, ce qui est interdit. C'est le premier acte de défiance. C'est-à-dire que, demain j'arrive dans une prison. Je veux m'attirer la sympathie de mes frères musulmans. Je vais arriver, je vais faire direct la prière en promenade. Je sais où ça va me mener, ça va me mener tout droit au mitard. Mais imagine ce que vont penser les musulmans. Vous vous rendez compte? On met un musulman au mitard, 45 jours en plus, hein, pas des, tu vois, où on sait qu'en plus ils vont y faire la misère, tu vas prendre du gaz lacrymo, tu vas prendre des coups. 45 jours parce qu'il a fait la prière en promenade. Regardez comment ils traitent les frères musulmans. Quand tu sors du mitard, t'as la sympathie de tous les frères muses. L'attente, c'est le pire en prison. Et là, t'as un cadre, t'as quelque chose qui te permet de tenir, en fait. Qui te permet de savoir ce que tu vas faire le lendemain.
Et c'est pour ça que tu rentres de plus en plus dedans, que tu te radicalises de plus en plus, et que tu estimes que réellement il faut faire la guerre. Des fois, dans certaines prisons, tu es obligé de faire des prises de pouvoir, c'est-à-dire qu'on se confronte à l'imam déjà de la prison, voir qui c'est, s'il est dans la même optique que nous. Si l'imam correspond à notre idéal, ben, on le laisse en place, parce que de toute manière, il fera le même travail que nous. Si c'est pas le cas, ben, dans ces cas-là, le but, c'est de le ridiculiser. Donc, on arrive dans la promenade, on demande qui est l'imam, on dit tiens, c'est un tel, on discute un peu avec lui, et puis si on voit que on n'est pas très d'accord avec ce qu'il va prêcher, ben là, on lui demande directement quelle connaissance tu as du Coran et de la Sunna, combien de sourates tu connais. C'est un peu une espèce de joute. Dire, bon, écoute, combien tu connais que sourates? 10. Bon, écoute, moi, j'en connais 15 ou 20. Et si tu veux, je te les récite tout de suite. Celui qui connaît le mieux le Coran, ben, c'est lui qui doit guider la prière. Quand tu as des connaissances profondes en religion, les gens, ils ont un peu de fascination pour toi. Des gens, bon, la plupart, faut pas oublier, c'est des convertis. Aucun ne sait lire et écrire l'arabe. La plupart, ils apprennent l'arabe en phonétique. C'est des frères comme moi qui retranscrivent ça en phonétique à l'époque. Toutes les sourates pour que les gens puissent apprendre. C'est bête, mais pouvoir dire Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu, ben, la personne est vraiment obligée du mettre en phonétique. Il va pas lire l'arabe, c'est pas lire l'arabe. Tu peux pas y expliquer même le sens. Tu es obligé d'y aller progressivement pour plein de choses. Et donc, pour un converti, apprendre à lire l'arabe, l'écrire, et après apprendre le Coran, déjà qu'il a du mal à apprendre une simple sourate, quand toi, tu es capable de lui réciter des dizaines et des dizaines de sourates, et puis pas des petites, quoi. Il est un peu impressionné, quoi. Il sent qu'il y a des choses à apprendre de toi. Et il y avait des matons, on m'appelait Oussama Ben Laden, parce que je faisais du prosélytisme ouvertement. Je me cachais pas de faire de la conversion. Un détenu qui est en transit à Fresnes, si tu tombes dans ta promenade, tu as l'occasion de prêcher l'islam. Si tu vois que l'islam l'intéresse, tu le convertis. Et après, tu le convertis, bah, tu lui bouffes le cerveau. C'est pas un programme de conversion, c'est un programme d'occupation, on va dire. Samedi matin, promenade, sport, entraînement aux arts martiaux, combat à main nue, et l'après-midi, bah, généralement, c'est du prêche. En arabe, on appelle ça de la khutba, en fait. On exhorte. Tu sais de quoi tu vas parler comme sujet. Chaque journée est un prêche, en fait. Tu sais, c'est du matraquage. C'est vraiment, t'as un discours redondant, que tu répètes, que tu répètes, que tu répètes. Tu restes sur un sujet, en fait, pendant une heure et demie. Un jour, ça va être les grands péchés, un jour, ça va être les petits péchés, un jour, ça va être le jugement dernier, un autre jour, ça va être la place de la prière, tu vois, et ainsi de suite. Et après, je faisais des cours particuliers. Quand je prenais un mec en tête à tête, généralement, c'était pour des sujets bien particuliers, des sujets qu'on parle pas en promenade. On refaisait des câlins en carton pour expliquer aux gens le système d'une câlin, à démonter, à remonter. En fait, c'est bête, hein. T'expliques le coup par coup. Il y a une petite poignée derrière le chargeur. J'ai appris dans mes formations comment faire une bombe. Tu peux obtenir un produit instable aussi puissant que de la nitro, avec rien. Il y a énormément de connaissances, on travaille la chimie, on travaille énormément de choses. Faut pas croire, on est préparé. Il y a vraiment toute une formation. Tu dis aux gens, ben voilà, il faut que tu lises 2 hizb par jour, il faut qu'on fasse minimum une prière en commun par jour. En fait, faut pas que tu relâches ton emprise non plus. On sort pas, hein. Il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de littérature, il n'y a pas de tout ça, hein. C'est le Coran, le Coran, le Coran, le Coran, et rien d'autre que le Coran. Sunna. Tu vois, mais d'abord le Coran. C'est ça qu'on leur dit aux mecs. Tu veux faire tes prières, t'es obligé de l'apprendre. Déjà, pour faire une prière, il faut que tu connaisses 2 sourates. Mais en plus, si tu récites toujours la même. Donc c'est mieux que t'en aies une deuxième. Puis après, tu dis, mais t'as pas envie d'être imam un jour, tu veux pas diriger la prière pour tes enfants. T'imagines, tu vas envoyer tes enfants à l'école islamique. Quand tes enfants vont venir d'école islamique, ils connaîtront plus de sourates que toi. Tes enfants vont faire l'imam pour toi. J'ai pas envie d'offusquer tous les musulmans quand je vais dire ça. Mais être plongé dans le Coran 24 heures sur 24, en fait, tu t'enfermes. T'enfermes de plus en plus dans ton truc. Et donc tu les pousses à la lecture du Coran pour qu'ils s'enferment plus dans la chose. C'est que le Coran devienne leur seul centre de gravitation. Et puis, t'es en promenade, t'en remets une couche, c'est-à-dire que la seule heure où ils vont passer un peu de répit, là aussi, tac, t'es sur leur côte. Islam, islam, islam. Mais il n'y a que ça que t'as à la bouche, de toute manière. Allah, toute la journée, c'est ton moteur. Il y a un cheminement quand même, c'est pas non plus quelque chose, t'arrives, tu dis non, il faut que t'ailles mettre des bombes. Tu peux pas faire comme ça. T'es obligé d'y aller un peu progressivement quand même. T'es obligé d'aller aussi avec un discours intelligent. Par exemple, sur le djihad. En fait, il traite plusieurs fois de la guerre dans le Coran. Pour faire la guerre, c'est certaines circonstances.
Mais ça, c'est pas tu le caches, mais tu vas pas être non plus être clair sur tous les sujets, tu vois. Tu rentres pas dans le détail, quoi. Bien, bien, bien. Pour-la bien. Youssouf, il est là. Quand je convertis quelqu'un, je le convertis vraiment à la haine, c'est plus je le convertis à la religion. Tu insinues qu'il y a un combat de l'Occident contre l'islam, en lui faisant voir juste des preuves. En disant, écoute, moi je te dis rien d'autre, juste tu regardes toi en fait. C'est pas moi qui invente, c'est l'histoire qui dit. Quand tu as du savoir, c'est aussi un outil de pouvoir. Et donc à partir de là, bah, tu joues sur ça, et puis les gens ignorants, bah, ils prennent quasiment tout pour acquis. C'est-à-dire que même quand tu survoles certains sujets, ils vont pas rentrer parce qu'ils n'ont pas les connaissances pour développer. Tu vois, c'est ça aussi qui est intéressant. Bah, disons que c'est plus facile à manipuler un mouton qu'un corbeau, par exemple. C'est un formatage en même temps, hein. C'est comme si tu lavais le cerveau. Et après, une fois que tu as commencé à le bouffer le cerveau, bah, tu bouffes le cerveau complètement. C'est-à-dire que là, après, tu t'attaques au système familial. Si le mec, il a des forts liens avec sa famille, jamais tu arriveras à y retourner vraiment le cerveau. Il faut que, quand même, la structure familiale soit un peu égratignée. Il faut casser l'image familiale, en fait. Que même, il se sente incompris par sa famille. Que tu deviennes son seul repère. Que l'islam ne devienne que son seul repère, surtout. Le truc, c'est vraiment de le déconstruire intellectuellement, tu vois, et affectivement. Tu peux en faire ce que tu veux après. Mais vraiment, c'est un pantin entre tes doigts. Tu vois, c'est en faire vraiment des bêtes, hein, prêtes à égorger une femme, un enfant. Et une fois que t'as fait tout ce cheminement-là, bah, t'as un petit djihadiste qui est prêt à partir à la guerre. Il s'en fout de mourir martyr ou pas martyr. Mais il est prêt à partir à la guerre. Et le but, c'est ça, en fait. Le but, c'est d'avoir un maximum d'individus pour aller combattre. Et l'objectif, c'est clairement, de toute manière, d'offrir un clash des civilisations. L'administration pénitentiaire et puis les autres détenus font le jeu. Font notre jeu, en fait. On n'a pas grand-chose à faire dans l'histoire. Moi, on m'a fait. J'étais en train de prier. Donc, quand tu commences une prière, tu fais l'adden. Donc, les gens, ils savent que tu vas faire la prière. Tu vois, ça s'entend. Puis moi, j'ai poussé la voix. Donc je suis en train de faire l'adden. Et donc je commence ma première sajda, ma première prosternation. Là, la porte de ma cellule s'ouvre. Le surveillant qui rentre et qui commence à faire une fouille de ma cellule pendant que je fais la prière. Et il marche sur le tapis de prière où je suis prosterné, en fait. Il passe devant moi, tu vois, alors que il fait exprès, en fait. Il retourne tout, mais tout, hein. Café, sucre, hein. Donc, sur le Coran, sur le tapis de prière, mais t'as déjà vu de la ricorée quand ça sèche au bout de 10 minutes? Ce que c'est juste de la colle, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux plus tu vois, c'est inlavable, c'est mort. Et plein de trucs comme ça. Moi, je me rappelle, une fois, j'ai retrouvé mon livre, le Coran, dedans, il y avait du gras. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a fait le surnom? J'ai dit, mais il a mangé son saucisson 100% jambon en lisant mon Coran, quoi, ce con. T'as pas le droit de rentrer en colère, tu vois. T'es obligé de te gérer. La prière, c'est quoi? C'est un contact entre toi. Tu rentres en communication avec Dieu. Donc tu es concentré sur ta prière. Donc tu laisses faire les pires saloperies. C'est une humiliation, en fait. Et tu le vis comme une humiliation de toute manière. Mais en même temps, pour nous, je te dis, c'est de l'eau à notre moulin, hein. Tu vois, regardez ce qu'ils font. Regardez. C'est l'administration pénitentiaire qui fait le jeu. On sait qu'ils aiment pas. Et encore moins les musulmans. Tu vois, c'était en 2002, quand Jean-Marie était au deuxième tour, tous les matons chantaient Jean-Marie, Jean-Marie dans les couloirs. On passait pour aller à la prière, ils chantaient Jean-Marie. Cette misère. Il la ferait vivre qu'au leader du groupe. Les autres musulmans la verraient pas, ils croiraient peut-être pas même, tu vois ce que je veux dire? Mais le truc, c'est qu'ils font pareil avec tous les musulmans, donc quand un musulman le dit, l'autre l'a vécu. Et l'autre aussi, il l'a vécu, l'autre aussi, il l'a vécu. Donc ça fait résonance. Tu sais que le mec, il raconte pas des conneries, en fait. Tu sais, ça rajoute à la colère. Et donc, ça solidifie le groupe contre l'administration. Et donc, le noyau devient de plus en plus dur, plus en plus solide. Mais c'est le but recherché, de toute manière, hein, par les islamistes et par l'administration pénitentiaire. Les islamistes, parce que ça va donner des individus fous et dangereux. Pleine colère, t'as vu, d'une rage totale. Et l'administration pénitentiaire, parce que ça leur donne le prétexte de mettre les mecs au mitard. Mais pareil, ça, quand tu mets un mec dans une cage de 8 mètres carrés, mais c'est parce que c'est vraiment des cages, hein, et du grillage à l'intérieur, quoi. Bah, dis-toi une chose, ça va pas rendre le mec plus gentil non plus.
il y a des rivalités entre les musulmans et les non-musulmans. Par exemple, tous les non-musulmans, on les a tous virés de l'étage. On a mis des coups de pression, littéralement. De toute manière, c'est soit t'acceptes, soit on te monte en l'air, en fait. On va te défoncer au final. Donc, c'est mieux que tu bouges de ton plein gré. Et les mecs, ils acceptaient de toute manière. Tu vois, 20 barbus arriver dans ta cellule. Déjà, ta cellule, elle capte 3 personnes à tout casser. On faisait monter nos frères, tu vois ce que je veux dire? Pour avoir un étage où on était en masse. Comme ça, je te dis, pour pouvoir faire des forcings sur l'administration. Parce que quand t'es tous à l'étage, le matin, le jour, ils doivent venir en chercher un pour le ramener au mitard. C'est plus la même histoire. Quand t'as 40 mecs qui se mettent devant, qui disent, bah écoute, d'abord tu me passes dessus avant de l'emmener, tu vois, déjà, tu réfléchis à 2 fois. C'est moi qui décide. Mais par contre, quand il y a un clash, c'est qui monte le premier au front? C'est moi. Quand il y a un embrouille avec l'administration, c'est qui va négocier avec la directrice ou le directeur? C'est moi. C'est pas le mec qui connaît rien, tu vois, qui vient d'arriver. T'as un rôle. Mais à côté de ça, ben ouais, j'avais besoin d'avoir mon noyau en même temps. Le jour où l'administration décide de me balayer gratuitement, bah faut bien qu'il y ait entre moi et l'administration peut-être un tampon, quelque chose qui empêche que ça se passe mal pour moi. C'est l'intérêt du groupe. Par exemple, ça arrive, il y a des frères, ils ont des femmes, des enfants, ils ont besoin d'être en contact avec leurs gosses le soir parce que c'est le seul truc qui les maintienne encore en vie. Tu vois, c'est mon travail là, d'aller faire en sorte qu'on lui trouve un téléphone à ce frère-là. Et puis bon, après, il est super reconnaissant envers toi, tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils ont besoin de toi et toi, t'as besoin d'eux en même temps. C'est un échange. Mais c'est pas un échange spontané. Un service en vaut un autre. C'est le principe de la mafia, ça. Mais c'est à peu près pareil. Sauf que c'est sous le couvert de la solidarité, de la fraternité islamique, tu vois. Mais voilà. Mais tout le monde a besoin de tout le monde au final. Par exemple, c'est arrivé qu'il y ait des embrouilles et que, voilà, que c'est pas moi qui règle les choses. Je me rappelle, il y avait un apostat, pas un apostat, un espèce de mec bizarre, en fait, qui se prétendait Mahdi. Exactement. Le Mahdi, c'est un peu ce qui précède le Messie. Et en fait, il était là en train de convertir les gens à son truc. Et c'était un acte hérétique. Donc, on est obligé de faire une sanction. La sanction devait être radicale. Donc là, j'ai envoyé les noyaux les plus durs. Le truc, c'est que ça se passe dans une cellule, qu'il y a des matons. Et donc, le plus radicalement possible, c'était de le planter, en fait. Donc les mecs, ils l'ont attaqué à la gorge direct. En même temps, c'était la sanction. Hein. C'est qu'il puisse plus parler, plus raconter de saloperies. Même si c'était pas pour le tuer. Hein. Ça, en fait, les mecs, à la base, on voulait juste lui couper la langue. Mais bon, ça, c'est nécessaire, malheureusement. T'as pas le choix. Puis en même temps, ça assert ton pouvoir. Hein. Parce que l'individu qui va pas aller, que tu vas envoyer, s'il n'y va pas, pour lui, c'est dangereux. Généralement, je vais pas te mentir. Hein. Généralement, les mecs, ils y vont à fond. Hein. Ah, ils font pas semblant. Hein. Eh, Céline! Eh, il y a de la place, viens, viens. Il y a une place pour toi, viens. Il y a une place pour toi. Ouais, il arrive, il arrive. Céline, bien joué, bien joué. Viens, viens, viens. Eh, Youssouf, bien joué. Ah ouais. Joue d'accord, joue. À l'époque, on recrutait, on envoyait des mecs dans certaines mosquées à Paris. Et après, c'est le travail de la mosquée. Tu vois, des frères qui sont sur place, qui vont l'accueillir, qui vont le faire voyager, peut-être. Tu vois, qui vont se ramener en Afghanistan. À l'époque, c'était ça. Hein. Donc, tout le monde allait faire les camps d'entraînement là-bas. Donc, le but, c'est d'envoyer un maximum de gants en Afghanistan. Hein. Donc, on servait un peu de transition à la détention, en fait. Le mec, il arrivait, tac, il avait un après. Alors, il y avait une mosquée qui, elle, accueillait même les gens la nuit. Parce que les mecs, ils sortaient de détention, ils n'avaient pas de taf, à leur donner du traf. Donc, le mec, il se sent soutenu par sa communauté. Il a envie de s'investir plus. Parce qu'il sait que ce qu'il a trouvé là, il le retrouvera nulle part ailleurs. Parce qu'en fait, les seuls à y tendre vraiment la main, c'est qui? C'est pas l'État français non plus. C'est les frères Muses. Donc, il se sent vraiment appuyé, soutenu. Il se dit, en fait, tu vois, c'est pas du vent. Il se sent de plus en plus en certitude et convaincu qu'il a fait les meilleurs choix. Et puis après, il y avait des entraînements, des formations aux armes, des formations au piégeage, à plein de choses. Et une fois qu'ils sont prêts, on les envoie. Aujourd'hui, avec les guerres qu'il y a, on a été faire la guerre en Mali, on a été faire la guerre en Syrie, on a été faire la guerre en Libye, on a été faire la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan. Aujourd'hui, les discours des politiques en France, en Belgique, tout ça, là, en Angleterre, c'est quoi? C'est des discours nationalistes. À partir de là,
T'as juste à leur dire, hein, regarde le débat sur la laïcité, cet été le burkini, la loi sur le hijab. On fait une loi pour des femmes voilées. On empêche des gamines d'aller à l'école parce qu'elles ont le voile. On nous parle de prières de rue, mais c'est normal qu'ils prient dans la rue. Soit ils prient dans des caves, soit ils prient dans la rue parce qu'ils n'ont pas de lieu. Tout ça, c'est que des faits. Tu dis, regarde comment ils nous traitent comme des chiens, en fait. Vraiment, les politiques, ils se posent pas la question, en fait. Ils se rendent pas compte que tout ça, c'est du moulin. Tout ça, c'est de l'eau à notre moulin. Pourquoi? Parce qu'ils ont associé arabe à islamiste. Tant que l'État français fonctionnera comme ça, je veux pas faire de la démagogie de merde, parce qu'aujourd'hui je suis plus un wahhabite, je suis plus un islamiste, je suis radicalement à l'opposé maintenant, mais parce qu'il m'a fallu du temps, mais ce que je veux dire c'est que aujourd'hui quand moi je regarde les choses, je me dis mais en fait, il faudrait pas grand chose pour que je rebascule. Parce que le seum il vient, hein. La colère elle monte hein, toute seule, elle monte d'elle-même. Hein. Quand tu te fais refouler 2-3 boîtes dans la même soirée, tu dis en fait c'est quoi le problème? C'est parce que je suis un arabe en fait. Je suis avec des blancs, on les laisse rentrer, des noirs on laisse rentrer, et toi l'arabe on dit reste dehors. Le mec, il vit dans une cité déjà. Ouais, tu vois, déjà, les conditions j'allais dire les conditions de détention, mais c'est presque ça, en fait. C'est presque des conditions de détention dans des classes de merde, avec des immeubles de merde, qui sont insalubres. Et tu sens, si on te monte un peu du doigt, bah, je m'excuse, t'as la haine du système, t'as la haine des gens. Si c'est comme ça ton quotidien, au bout d'un moment, tu vires, en fait. Et il suffit qu'il y ait un imam qui vienne, qui l'attrape au bon moment, ce gamin, qui lui dise, mais t'inquiète, en fait, c'est normal. Tu vas regarder, c'est pas d'aujourd'hui. Je vais te faire voir. Ouais, tiens, on va aller sur Internet. Aujourd'hui, avec Internet, c'est encore plus phénoménal. Hein. Tu peux montrer toutes les images, les pires images. Là, après, c'est easy. Déjà, le mec, il a la haine. Il se retrouve en prison pour une affaire de merde. J'en ai connu, moi, des petits gars que j'ai convertis, qui étaient là pour 10 mois. 10 mois pour 2 barrettes de shit. Et qui comprend pas pourquoi lui, il est en prison pour 2 barrettes de shit. Alors que t'as des mecs comme Pasqua, t'as des mecs comme Mitterrand, des mecs comme Chirac, comme plein d'autres, hein, Sarkozy, Fillon, Copé. Et on peut tous les citer, hein, franchement, pas d'aujourd'hui en plus. Hein. Tu peux dire, regarde la corruption, tu montes, regarde, tous ces gens-là, ils vont pas en prison. Il y a vraiment une justice des classes. À partir de là, tu leur fais comprendre que c'est fait exprès. C'est de la manipulation étatique. Tu leur fais comprendre que c'est voulu tout ça, qu'on te brise tes chances. Moi, on m'a envoyé en prison, la première fois qu'on m'a envoyé en prison, j'avais 14 ans. Quand t'envoies des gamins à 14 ans en prison et que tu brises sa vie, t'étonnes pas que c'est un terroriste à 18 ans. Parce que c'est ça que tu fais en fait, c'est ça que tu construis. Mais t'envoies un gamin de 14 ans pour 3 cabarets de shit, c'est fini, il ira plus à l'école. Il a compris, nique sa mère le système. Il s'étonne qu'il y ait des terroristes qui en aient de plus en plus. Mais regarde comment tu traites les gens. Traite l'éducation. Après, c'est normal qu'il y ait des mecs comme moi, ils arrivent à les convertir, à leur monter la tête. Parce qu'ils sont déjà en perdition, les pauvres. Comment tu veux éduquer les gens par la souffrance? Comment, en faisant subir les pires humiliations et les pires traitements à des individus, t'espères tirer le meilleur d'eux? Pourquoi il y a de la radicalisation en prison? Parce qu'il y a de la souffrance en prison. C'est qu'en Finlande, par exemple, les islamistes qui sont fait attraper pour en Syrie, on les met pas en prison. Ils ont des tuteurs qui les aident au quotidien à comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à s'intégrer dans le système et pourquoi ils ont la haine du système. Mettre des mots sur les choses. Mais là, non, en France, on fait quoi? On dit non, ta place, toi en prison. Ta haine, tu vas pas comprendre pourquoi t'as la haine. Mais par contre, on va t'en rajouter. Même moi qui étais imam, au final, j'ai failli perdre la vie. Au bout d'un moment, tu te rends compte de l'absurdité des choses, en fait. Tu te rends compte que tu t'es enfermé dans un truc et que, en fait, c'est pas toi. Et je me rappelle d'un truc, des dialogues de ouf, hein. Genre, on a le droit d'attraper une matonne et d'en faire notre butin. C'est-à-dire qu'elle devienne notre meuf forcée, on peut même la violer, en fait. Je dis, mais vous êtes sérieux, là? Parce qu'en fait, le truc, c'est que il faut vraiment semer la haine. C'est-à-dire que les gens aient vraiment la haine pour les autres, en fait. Et le truc, c'est qu'il y a des choses qui sortent même du cadre islamique. C'est comment tu vas les légitimer aux yeux du recourant? Tu peux pas. C'est des gens qui se permettent de... Ils sont pas des savants de la loi islamique, mais juste parce que c'est des terroristes. Allez, on est prêt à tout laisser passer, tout laisser faire, tu vois. Là, il y avait... Même moi, qui avait été un recruteur et tout, j'ai senti qu'il y avait des déviances, là, qui partaient vraiment en vrille. Pour moi, ça a toujours été comme ça. Il n'y a que la loi de Dieu. Un individu, un lambda comme moi, qui veut faire une loi, c'est-à-dire une fatwa, définir une fatwa en prison, mais t'es qui? T'es pris pour Dieu, en fait. Et là, je me suis dit, ouais, c'est temps de m'écarter de tous ces gens-là, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, ça va nous mener nulle part, tout ça. Mais tuer des gens, c'est pas mon délire, en fait. Même si on m'a condamné pour meurtre, hein. Je me disais de plus en plus que...
Au final, les bombes qui étaient prévues, au final, ça frappait ni l'armée, et que ça servait pas non plus l'islam, que ça desservait plus l'islam qu'autre chose. Mais aller tuer des civils dans un métro, dans un RER, je voyais pas l'utilité, tu vois. Et quand je me suis retrouvé avec certains individus, comme les poseurs de l'attentat de RERB, et qu'on n'était pas trop d'accord, en fait, sur la finalité des choses, en fait. C'est à ce moment-là, je me suis rendu compte que, en fait, non, j'avais pas ma place là. Et puis après, je l'ai fait savoir, quoi, que c'était plus ma place. Mais malheureusement, ça n'a pas plu. Tu vois, parce que t'es un apostat. Et qu'un apostat, il mérite la mort. Quand moi, je me suis retiré de l'islam, les frères Muses, ils m'ont mis 4 coups de lame. J'ai eu de la chance que des matons aient vu la scène. Sinon, c'était fini pour moi. Tu peux rien, hein. Tu t'es pris dans un truc, et le jour où tu ouvres les yeux, t'es rempli dans un autre truc, en fait. Moi, j'ai compris pourquoi je m'étais enfermé. Moi, j'ai compris la raison de ma colère. Une colère qui m'animait depuis longtemps et puis qui est toujours présente de toute manière. J'ai plus rien à voir avec le radical que j'étais, mais ça n'empêche pas quand même que j'ai la haine. Mais pas pour moi, en fait. J'ai la haine pour tout ce qu'on fait subir justement à ces jeunes, en fait. Tu vois, c'est ce qu'on appelle nos petits frères, en fait. Parce que bon, moi je m'en fous, j'ai 40 ans, t'as vu, j'ai fait ma vie. Même si j'ai perdu la moitié de ma vie en détention, j'ai quand même fait ma vie, tu vois, je suis plus un gamin. Mais eux, ils débarquent dans le monde, ils ont pas les armes pour. Il y en a, ils vont devenir dealers, et puis il y en a, ils vont devenir terroristes. Je me prends pas trop la tête, j'essaie d'avancer, de construire. Construire des choses, des repères. La réinsertion, c'est un truc de ouf, hein, faut pas croire, hein. Si t'es pas motivé, tu retombes, hein. Le problème, c'est qu'il faut s'accrocher au quotidien. Moi, je sais, hein, tous mes potes qui sont sortis en même temps que moi, quasiment tous sont retombés. On n'est que 2 dehors sur 10. La réinsertion, c'est une utopie. On te dit, on a 400 balles, démerde-toi. Et avant que tu touches ces 400 balles, il peut s'écouler 2-3 mois. Moi, je suis retourné au braquage. Certes, je l'ai fait une fois. Pourquoi? Mais parce que justement, c'était une nécessité. Je pouvais pas rester l'estomac vide. Moi, je suis pas un mendiant. Je peux pas aller faire la manche. Je peux pas m'abaisser à ça. Je préfère aller prendre l'argent là où il est. Quand je suis sorti, ouais, bien sûr que j'ai galéré, mais après, je me suis quand même accroché à l'idée de liberté. Je l'ai quand même de faire 20 ans. Tu vois, 20 ans plein, c'est un truc. Et des fois, en fait, voilà, je repense à tout ça, en fait. Je repense à ces années-là, d'attendre, de tourner en rond, 20 heures de cellule par jour. Et puis, bon, ça m'a calmé après, t'as vu, où je me suis quand même plus accroché, investi dans mon projet de réinsertion, jusqu'à temps que, ouais, ça avance, ça avance. Là, j'ai décroché un CDD, j'ai obtenu un appartement après plusieurs mois d'errance, où là aussi, j'aurais pu flancher facilement. J'essaie d'avancer. Et là, j'essaie d'être sur un projet qui me tient à cœur, j'essaie de faire des choses, en fait. Normal, un plan de feu normal, quoi. Là, c'est plan de feu normal au théâtre, hein. Ouais. Après, si tu veux des gélades, des portes gélades, tu le dis, t'as vu, parce que chez le blanc, ça brûle. Ça brûle les yeux quand t'es sur scène. Là où je travaille, ici, là, dans ce théâtre, on me laisse dire ce que j'ai à dire. Même si c'est pas, des fois, très poli, ou très convenable, ou politiquement correct, mais on me laisse les dire. On me laisse prendre des décisions, en fait. Je suis bien là où je suis, et c'est intéressant pour moi d'avoir ce lieu et une écoute. Ça, c'est important aussi. Bon, je regarde. Bah, faut que ça... Dis, hein, parce que sinon, dans ce cas-là, je te prends un PC à la place. Bah, peut-être un PC, parce que tu vois, on a... Par exemple, il y a un USB sur la table. Écoute, Au centre, là, je te montre le PC, je te montre le bar, Ouais. et je m'occupe de ça. Ça marche. Après, c'est quoi allez manger. Ouais, Et tant que vous allez bon, manger, là, je te disais... tu fais la table, elle est au milieu. Elle sera au milieu de entre les deux. Pas voir des gens qui te jugent aussi, d'entrée, plein de préjugés, plein d'étiquettes. Même je pense qu'il y en a eu, hein, parce que c'est normal qu'il y en ait. Mais elles le montrent pas, ou elles l'ont pas montré plutôt. Tu vois, c'est comme les gens quand ils me rencontrent la première fois, ils disent ah ouais, tu vois, avec ma casquette, mon jean qui tombe, toujours habillé en mode. Les gens me prennent pour une racaille alors que je suis pas une racaille en fait. En fait, ça c'est moi, il y a 20 ans, avant que je tombe. Et j'ai besoin de retrouver un peu ce moi-là, tu vois. Moi, je t'explique comme ça, après tu pourras le faire sur les parts. Bon, il n'y a qu'une vis à démonter ici, là, t'as vu, en façade. Ouais. L'écriture, c'était aussi, pendant les dernières années de détention, mon espace de liberté. Bon, c'était pas grand, c'était un cahier, quoi, comme espace de liberté, mais c'était un endroit où je pouvais tout dire. Et donc, j'ai gardé ce côté d'écrivant où j'ai besoin d'écrire des choses pour pouvoir aussi m'en débarrasser. C'est un exutoire.
Des fois, t'es au fond du précipice et tu vois tout en noir. Ça m'est arrivé en 20 ans de détention. Tu vois, des tentatives de suicide, j'en ai faites. Je sais que c'est un endroit où je peux parler de ces choses-là, de ce qui me fait souffrir. Et c'est ça un peu qui me sauve, je veux dire. J'ai toujours écrit et aujourd'hui, j'essaie d'en faire mon métier, en fait, tout simplement. J'écris pour différentes choses, du slam, du théâtre, de la nouvelle. Puis ce que j'aime, les haïkus, en fait. Écrire très clairement ce qu'on pense, le plus simplement possible, le plus sincèrement possible, en fait. Il n'y en a qu'un seul que je connais par cœur, en fait. C'est... Au calice de sa fleur, j'ai trouvé un cilice pour mon cœur.